Le 23 mai 1975 restera à jamais gravé dans la mémoire collective d'Autun. Ce jour-là, une petite fille de 8 ans disparaît sans laisser de traces après sa première communion. Isabelle Garnier, vêtue de sa robe blanche immaculée, s'évapore littéralement entre les murs séculaires de la cathédrale Saint-Lazare et le seuil de sa maison familiale. Pendant 35 longues années, sa famille, ses proches et les enquêteurs se demanderont ce qui a bien pu arriver à cet enfant au sourire radieux. Mais en 2010, une découverte macabre dans les profondeurs de la forêt de Planoise va rouvrir ce dossier froid et révéler une vérité si sordide qu'elle ébranlera à jamais cette paisible commune de Saône-et-Loire. Car ce que l'on trouvera ce jour-là, préservé comme une relique morbide, ne sera rien d'autre que la robe de communion d'Isabelle, parfaitement conservée après toutes ces décennies. Comment cette robe a-t-elle pu rester intacte pendant plus de 3 décennies dans une forêt? Et surtout, que révélera-t-elle sur le sort de la petite Isabelle Garnier? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Autun, cette cité millénaire de Saône-et-Loire, était en 1975 une ville tranquille de 15 000 habitants, nichée au cœur de la Bourgogne. Ses rues pavées serpentaient entre les vestiges romains et les maisons bourgeoises, témoins silencieux d'une histoire riche qui remontait à l'époque de l'empereur Auguste. La cathédrale Saint-Lazare, joyau de l'art roman, dominait la ville de sa flèche élancée, attirant pèlerins et touristes venus admirer son tympan sculpté du jugement dernier. C'est dans ce décor paisible que vivait la famille Garnier, rue des Marbres, dans une maison étroite à colombage typique du quartier historique. Henri Garnier, âgé de 34 ans, travaillait depuis 15 ans à la manufacture de céramique d'Igouin, l'une des principales industries de la région. Homme discret aux mains calleuses, il incarnait la figure du père de famille bourguignon, attaché aux traditions et aux valeurs du travail. Son épouse Marie, de 2 ans sa cadette, était couturière à domicile. Elle confectionnait principalement des vêtements pour les familles aisées d'Autun, travaillant dans la petite pièce mansardée qui faisait office d'atelier. Ses doigts habiles avaient d'ailleurs confectionné la robe de première communion de sa fille Isabelle, en satin blanc rehaussé de dentelle de Cluny. Les Garnier avaient 2 filles. Sophie, l'aînée, avait alors 12 ans et fréquentait déjà le collège Bonaparte. C'était une enfant studieuse et responsable, qui aidait volontiers sa mère dans les tâches ménagères et surveillait sa petite sœur. Isabelle, elle, venait de fêter ses 8 ans le 12 mars précédent. Petite fille aux boucles châtaines et aux yeux noisettes, elle était connue dans le quartier pour sa vivacité et sa curiosité. Élève de CE2 à l'école primaire Sainte-Marie, tenue par les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph, elle se distinguait par son intelligence précoce et sa facilité d'apprentissage. La communauté catholique d'Autun était alors très soudée. Le père Antoine Leclerc, arrivé dans la paroisse en 1968, avait su moderniser les pratiques tout en préservant l'essence de la foi. Âgé de 42 ans, cet homme de prestance, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés en arrière, jouissait d'une excellente réputation. Les familles se pressaient à ses messes dominicales, et les enfants se préparaient avec ferveur à leur première communion sous sa bienveillante autorité. La préparation d'Isabelle à ce sacrement avait duré plusieurs mois. Chaque mercredi après-midi, elle rejoignait une dizaine d'autres enfants de son âge dans la sacristie de la cathédrale pour les leçons de catéchisme. Marie Garnier se souvient encore des questions incessantes de sa fille sur les mystères de la foi, de son enthousiasme à apprendre les prières et de sa fierté quand elle récitait parfaitement le credo devant toute la famille réunie le dimanche soir. L'ambiance familiale était chaleureuse rue des Marbres. Henri rentrait chaque soir vers 18 heures, les mains tachées d'argile, et trouvait invariablement Marie penchée sur sa machine à coudre Singer, les lunettes sur le bout du nez, tandis que Sophie faisait ses devoirs à la table de la cuisine et qu'Isabelle jouait avec sa poupée Brigitte, cadeau de Noël de sa grand-mère maternelle. Les soirées se déroulaient selon un rituel immuable.
Après le dîner, Henri lisait le journal de Saône-et-Loire pendant que Marie terminait ses ouvrages à la lumière de la lampe du salon. Les filles montaient se coucher vers 20 heures, non sans qu'Isabelle ait réclamé sa histoire du soir. Elle avait une prédilection pour les contes de Perrault, particulièrement Le Petit Chaperon Rouge, qu'elle connaissait par cœur, mais demandait inlassablement. Le quartier des Marbres était un microcosme de la société authunoise. Les voisins se connaissaient tous, s'entraidaient lors des moments difficiles et partageaient les joies familiales. Madame Benoît, la boulangère de la rue adjacente, gardait parfois Isabelle quand Marie devait se rendre chez ses clientes. Monsieur Chevalier, le postier, avait l'habitude de glisser un bonbon dans la poche d'Isabelle quand il la croisait en rentrant de l'école. Cette proximité sociale, typique des petites villes françaises de l'époque, créait un filet de sécurité qui rendait l'impensable encore plus tragique. Le 23 mai 1975 était un vendredi. Le temps était exceptionnellement clément pour un mois de mai bourguignon, avec un ciel d'azur sans nuages et une température de 22 degrés à l'ombre. Marie Garnier s'était levée à l'aube, vers 6 heures, pour donner les derniers coups de fer à la robe de communion d'Isabelle et préparer le petit déjeuner familial. Isabelle s'était réveillée naturellement vers 7 heures, inhabituelle pour une enfant qui devait généralement être tirée du lit. L'excitation de ce jour si longtemps attendu l'avait maintenue dans un sommeil léger. Elle avait enfilé sa robe de chambre rose et était descendue à la cuisine où l'attendait un chocolat au lait fumant et des tartines beurrées. « Maman, est-ce que Jésus va vraiment venir dans mon cœur aujourd'hui ?» avait-elle demandé de sa petite voix claire, les yeux brillants d'émotion. Marie, émue par la candeur de sa fille, avait répondu avec la gravité que méritait cette question. « Oui, ma chérie, c'est le plus beau jour de ta vie d'enfant chrétienne. » Henri était parti travailler comme à son habitude vers 7h30, mais non sans avoir embrassé tendrement Isabelle et lui avoir glissé « Je suis fier de toi, ma petite princesse. Tu vas être la plus belle de toutes aujourd'hui. » Vers 9h, Marie avait aidé Isabelle à revêtir sa robe de communion. Le vêtement, d'un blanc pur, descendait jusqu'aux chevilles et était orné de broderies délicates au niveau du col et des poignets. Un voile de tulle fin, retenu par une couronne de perles et de fleurs d'oranger, complétait la tenue. Aux pieds, des chaussures vernis blanches, achetées spécialement pour l'occasion chez le cordonnier de la rue Aucordier. Sophie avait elle aussi revêtu sa plus belle robe, un ensemble bleu marine que Marie avait confectionné pour Pâques. En tant qu'aînée, elle avait un rôle particulier à jouer, accompagner sa petite sœur et veiller sur elle pendant la cérémonie. Vers 10 heures, les familles avaient commencé à converger vers la cathédrale Saint-Lazare. 11 enfants devaient faire leur première communion ce jour-là, 7 filles et 4 garçons, tous âgés de 8 ans. Les parents, endimanchés, formaient une procession colorée dans les rues d'Autun, suivis par les grands-parents et la parentèle venus parfois de loin pour assister à ce moment solennel. La cérémonie avait débuté à 10h30 précise. Le père Leclerc, revêtu de ses ornements blancs, avait célébré la messe avec une solennité particulière. Isabelle était assise au premier rang, entre ses parents, tenant dans ses mains jointes un petit missel relié en cuir blanc, cadeau de sa marraine. Madame Fournier, l'organiste de la paroisse, avait joué avec virtuosité l'Ave Maria de Schubert au moment de la communion. Les enfants s'étaient avancés en procession vers l'autel, les mains jointes, le visage recueilli. Isabelle avait reçu l'hostie avec une émotion visible, les yeux fermés, complètement absorbée par la gravité du moment. À l'issue de la messe, vers 11h45, avait eu lieu la traditionnelle séance de photographie sur le parvis de la cathédrale. Monsieur Martinet, le photographe officiel des événements religieux d'Autun, avait immortalisé ce groupe d'enfants rayonnants, entourés de leurs familles fières. On peut voir Isabelle sur ses clichés, souriante, tenant la main de sa sœur Sophie, avec en arrière-plan la façade sculptée de Saint-Lazare. Le déjeuner de fête s'était déroulé chez les Garnier, rue des Marbres. Marie avait préparé un menu traditionnel, pâté en croûte bourguignon en entrée, rôti de bœuf aux légumes du jardin et pour terminer, une tarte aux fraises confectionnée par ses soins.
Étaient présents les grands-parents maternels venus de Chalon-sur-Saône, ainsi que l'oncle Pierre et sa femme Suzanne, qui habitaient le quartier de la Croix-Verte. Le repas s'était prolongé jusqu'à 15 heures, dans une ambiance joyeuse. Isabelle, toujours vêtue de sa robe blanche, avait reçu les traditionnelles étrennes, une médaille de la Vierge de la part de ses grands-parents, un petit bracelet en or de ses parents et un livre d'images pieuses de son oncle et sa tante. Vers 15h30, la famille s'était dispersée. Les grands-parents avaient repris la route de Chalon, non sans avoir promis à Isabelle de revenir bientôt. L'oncle Pierre et sa femme étaient repartis chez eux, à quelques rues de là. C'est alors qu'Isabelle avait exprimé le désir d'aller montrer sa tenue à Madame Benoît, la boulangère, qui n'avait pas pu assister à la cérémonie car elle tenait boutique le matin. Marie, fatiguée par cette journée intense, avait d'abord hésité, puis avait donné son accord, à condition qu'Isabelle ne s'attarde pas et soit de retour pour 16 heures au plus tard. « Ne salis surtout pas ta robe, ma chérie », avait recommandé Marie en embrassant sa fille. « Promis, maman, je fais bien attention », avait répondu Isabelle avant de franchir le seuil de la maison familiale. Il était exactement 15h42. Henri, qui faisait la sieste dans son fauteuil près de la fenêtre du salon, avait entrouvert les yeux et aperçu sa fille qui traversait la rue des Marbres d'un pas léger, sa robe blanche flottant légèrement dans la brise tiède de cette fin d'après-midi de mai. Ce fut la dernière fois qu'un membre de la famille Garnier vit Isabelle vivante. À 16h15, Marie commença à s'inquiéter. Il ne fallait que 5 minutes pour se rendre chez Madame Benoît et en revenir. Elle envoya Sophie vérifier si sa petite sœur s'attardait chez la boulangère. Sophie revint quelques minutes plus tard avec une information troublante. Madame Benoît n'avait pas vu Isabelle de l'après-midi. Marie sentit immédiatement une angoisse sourde l'envahir. Elle réveilla Henri et tous deux partirent battre le quartier, interrogeant systématiquement tous les voisins. Personne n'avait aperçu la petite fille en robe blanche depuis qu'elle avait quitté la maison rue des Marbres. À 17h, Henri se rendit au commissariat de police d'Autun pour signaler la disparition de sa fille. L'inspecteur Claude Fontaine, un homme d'expérience âgé de 52 ans, prit immédiatement l'affaire au sérieux. Contrairement à la procédure habituelle qui consistait à attendre 48 heures avant de lancer les recherches, il organisa immédiatement une battue dans un périmètre de 2 km autour du domicile des Garnier. À 18h, 30 agents de police, pompiers et volontaires ratissaient méthodiquement les rues d'Autun, les jardins, les cours d'immeubles, les bâtiments abandonnés. L'hôpital et la gendarmerie des communes environnantes furent alertés. Un signalement détaillé d'Isabelle fut diffusé. Fillette de 8 ans, 1,20 m, cheveux châtains bouclés, yeux noisettes, vêtue d'une robe de communion blanche avec voile, chaussures vernis blanches. La nuit tomba sans qu'aucune trace d'Isabelle ne soit découverte. Marie et Henri, aidés par une dizaine de proches, continuèrent les recherches à la lueur des lampes de poche jusque vers minuit. L'angoisse avait laissé place à une panique sourde qui étreignait toute la famille. Les questions se bousculaient dans l'esprit des enquêteurs comme des parents. Comment une enfant pouvait-elle disparaître en plein jour, dans un quartier où tout le monde se connaissait, vêtue d'une tenue aussi voyante qu'une robe de communion? Où était passée Isabelle Garnier entre 15h42 et 16h15, ce vendredi 23 mai 1975? Les premières semaines qui suivirent la disparition d'Isabelle transformèrent radicalement la physionomie d'Autun. Cette ville millénaire, habituée à la quiétude de ses pierres séculaires, se mua en une fourmilière inquiète où chaque visage inconnu devenait suspect, chaque enfant était surveillé avec une vigilance maladive. L'enquête de l'inspecteur Fontaine se déploya méthodiquement. Dès le samedi 24 mai, il fit installer un périmètre de sécurité autour de la maison des Garnier et commença les auditions. Chaque habitant de la rue des Marbres fut interrogé, puis tous les commerçants du centre-ville, les enseignants de l'école Sainte-Marie, les paroissiens qui avaient assisté à la première communion. Marie Garnier sombra dans un état de prostration qui alarma le médecin de famille, le docteur Perrin. Cette femme, ordinairement si vive, si enjouée, se murait dans un silence entrecoupé de crises de larmes incontrôlables. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre du salon,
scrutant la rue des Marbres, dans l'espoir impossible de voir apparaître la silhouette familière de sa fille cadette. Henri réagit différemment. Incapable de supporter l'inaction, il prit un congé sans solde à la manufacture et consacra chaque heure de ses journées aux recherches. Il arpentait inlassablement la campagne environnante, explorait chaque bosquet, chaque ruine, chaque bâtiment abandonné dans un rayon de 20 kilomètres autour d'Autun. Ses collègues de la céramique se relayaient pour l'accompagner les week-ends, formant des groupes de bénévoles qui ratissaient méthodiquement la Bourgogne. Sophie, du haut de ses 12 ans, dut endosser prématurément le rôle d'adulte dans cette famille fracturée. Elle s'occupait des tâches ménagères que Marie ne parvenait plus à accomplir, préparait les repas que personne n'avait envie de manger, et tentait maladroitement de consoler des parents inconsolables. Ses résultats scolaires chutèrent dramatiquement. Mademoiselle Girard, son institutrice, nota dans son rapport trimestriel: élève autrefois brillante, Sophie semble porter sur ses épaules un fardeau trop lourd pour son âge. La communauté autunoise se mobilisa avec une générosité touchante. Les commerçants financèrent l'impression de milliers d'affiches portant la photographie d'Isabelle en robe de communion. Ces portraits bouleversants furent placardés dans toute la région, de Chalon-sur-Saône à Mâcon, de Beaune à Montceau-les-Mines. Le père Leclerc organisa des veillées de prière hebdomadaires à la cathédrale, rassemblant parfois plus de 300 fidèles venus implorer le retour de la petite disparue. Mais c'est peut-être Madame Benoît, la boulangère, qui porta le plus lourd sentiment de culpabilité. Elle se reprochait amèrement de n'avoir pas été présente ce vendredi après-midi, persuadée qu'Isabelle serait venue la voir, comme prévu, si elle avait tenu boutique. « Si seulement j'avais été là, » répétait-elle à qui voulait l'entendre, « cette petite serait encore avec nous. » L'enquête révéla rapidement ses premières pistes. Un témoin, M. Chevalier, le postier, affirma avoir aperçu vers 16 heures une camionnette blanche stationnée près de la place du Terreau, non loin du trajet qu'aurait dû emprunter Isabelle pour se rendre chez Madame Benoît. Mais sa description restait vague. Véhicule utilitaire banal, immatriculation illisible, conducteur qu'il n'avait qu'entreperçu de profil. Une autre piste sembla plus prometteuse. Madame Dumont, qui habitait rue de la Grille, jura avoir entendu vers 15h50 des cris d'enfants provenant de la direction du théâtre romain. Mais quand les enquêteurs fouillèrent minutieusement ces ruines antiques, ils ne trouvèrent aucun indice probant. L'hypothèse d'un enlèvement par un inconnu de passage à Autun prit rapidement le pas sur les autres théories. L'inspecteur Fontaine fit établir une liste de tous les délinquants sexuels fichés dans un rayon de 100 kilomètres. 18 individus furent interrogés, leurs alibis vérifiés, leur domicile perquisitionné. Aucun élément concret n'émergea de ces investigations. Au bout de 6 mois, l'affaire commença à perdre de sa visibilité médiatique. Le journal de Saône-et-Loire, qui avait consacré sa une à la disparition d'Isabelle pendant plusieurs semaines, n'en parlait plus qu'épisodiquement. Les battues de bénévoles s'espacèrent, puis cessèrent complètement à l'approche de l'hiver 1975. Marie Garnier fut hospitalisée en décembre pour ce que le docteur Perrin diagnostiqua comme une dépression nerveuse sévère. Elle passa 3 semaines à l'hôpital psychiatrique de Sevray, près de Chalon-sur-Saône, sous surveillance médicale constante. À son retour, elle avait retrouvé une apparence de normalité, mais ceux qui la connaissaient bien percevaient dans son regard une blessure qui ne cicatriserait jamais. Henri reprit son travail à la manufacture en janvier 1976. Ses collègues notèrent qu'il était devenu taciturne, accomplissant ses tâches avec un automatisme mécanique. Le soir, il rentrait directement chez lui sans s'attarder au café de l'industrie où il avait l'habitude de boire un verre avec ses camarades. L'année 1976 s'écoula dans cette nouvelle normalité faite de silence et de souvenirs douloureux. La chambre d'Isabelle resta intacte, Marie interdisant formellement qu'on y touche quoi que ce soit. Les jouets, les vêtements, les livres d'école demeurèrent à leur place exacte, comme si leur propriétaire allait rentrer d'un moment à l'autre. Sophie grandit dans cette atmosphère pesante. Elle développa un caractère introverti, qui inquiéta ses enseignants.
Brillante élève, malgré tout, elle décrocha son brevet avec mention bien, mais refusa catégoriquement de poursuivre ses études au lycée d'Autun. À 16 ans, elle entra comme apprentie couturière chez sa mère, apprenant le métier dans le silence feutré de l'atelier mansardé. Les années passèrent, égrenées par les anniversaires douloureux. Chaque 23 mai, la famille Garnier se rendait à la cathédrale Saint-Lazare pour une messe commémorative célébrée par le père Leclerc. Chaque 12 mars, date de naissance d'Isabelle, Marie confectionnait un gâteau qu'elle posait sur la table de la cuisine avant de monter pleurer dans la chambre de sa fille disparue. En 1980, l'inspecteur Fontaine prit sa retraite. Il légua le dossier Garnier à son successeur, l'inspecteur Morel, en lui confiant « Cette affaire m'a hanté pendant 5 ans. J'ai la conviction qu'Isabelle n'est plus de ce monde, mais j'ignore où repose son petit corps. » Le nouveau responsable de l'enquête classa l'affaire parmi les cold cases, ces dossiers froids que l'on ressort périodiquement sans grand espoir. La décennie 80 vit s'estomper progressivement le souvenir d'Isabelle Garnier dans la mémoire collective autunoise. Les nouveaux habitants ignoraient cette tragédie. Seuls les anciens, quand ils croisaient Marie dans les rues du centre-ville, baissaient respectueusement les yeux en repensant à cette terrible histoire. Sophie se maria en 1985 avec Jean-Claude Mercier, un employé de mairie qu'elle avait rencontré lors d'une démarche administrative. La cérémonie, volontairement discrète, eut lieu à la mairie d'Autun, suivie d'une petite réception familiale rue des Marbres. Marie avait confectionné une robe simple mais élégante pour sa fille aînée, évitant soigneusement tout rappel avec les robes blanches qui la torturaient. Le couple s'installa dans un pavillon du quartier de Saint-Pantaléon. Leur premier enfant, une fille prénommée Isabelle, en mémoire de la disparue, naquit en septembre 1986. Cette naissance apporta un peu de joie dans la famille endeuillée, même si Marie ne pouvait regarder sa petite fille sans ressentir un pincement au cœur. Henri développa dans les années 90 une passion tardive pour l'histoire locale. Il s'inscrivit à la Société Éduenne, association de recherche historique d'Autun, et consacra ses loisirs à l'étude du patrimoine gallo-romain. Cette occupation intellectuelle lui permettait d'échapper mentalement au poids du quotidien. Marie continua son activité de couturière jusqu'en 1998. À 66 ans, elle cessa de travailler, officiellement pour raisons de santé, mais surtout parce qu'elle ne supportait plus de confectionner des robes blanches pour les premières communions et les mariages. Le 17 octobre 2010 marqua un tournant inattendu dans cette histoire, qui semblait figée à jamais dans l'oubli. Ce jour-là, Marcel Durand, garde forestier de 54 ans employé par l'Office national des forêts, effectuait sa tournée habituelle dans le secteur de Planoise, une vaste étendue boisée située à 8 km au nord-est d'Autun. Marcel connaissait cette forêt comme sa poche. Il l'arpentait depuis 26 ans, surveillant la santé des arbres, prévenant le braconnage, entretenant les sentiers de randonnée. Homme méticuleux et observateur, il remarquait immédiatement le moindre changement dans son environnement quotidien. Ce dimanche matin d'octobre, il avait décidé d'inspecter les dégâts causés par la tempête qui s'était abattue sur la région 3 jours auparavant. Les vents violents avaient couché plusieurs chênes centenaires et obstrué certains chemins forestiers. Équipé de sa tronçonneuse et de son matériel de signalisation, Marcel s'était enfoncé dans les profondeurs de Planoise vers 8 heures du matin. Il était environ 10h30 quand il arriva près de la Combe des Sorcières, un vallon encaissé situé dans la partie la plus reculée de la forêt. Ce lieu tirait son nom des légendes locales qui en faisaient autrefois un repère de jetteuses de sorts et autres praticiens d'arts occultes. En réalité, il s'agissait simplement d'une dépression naturelle du terrain, bordée d'affleurements calcaires et de grottes peu profondes creusées par l'érosion. C'est en contournant un hêtre déraciné que Marcel aperçut quelque chose d'anormal. L'un des rochers de calcaire qui fermaient habituellement l'entrée d'une grotte avait été déplacé par la chute d'une branche maîtresse. Une ouverture béante, invisible depuis des décennies, révélait maintenant l'accès à une cavité souterraine.
La curiosité professionnelle de Marcel fut immédiatement piquée. Ces grottes de Planoise n'étaient pas répertoriées dans les documents officiels de l'ONF. Il dirigea le faisceau de sa lampe torche vers l'ouverture et distingua une galerie qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre bourguignonne. Sans réfléchir davantage, Marcel se faufila par l'ouverture étroite. La galerie, haute d'environ 1,80 m, serpentait sur une dizaine de mètres avant de déboucher sur une salle naturelle de dimension modeste, peut-être 4 mètres sur 6. Ce qu'il découvrit alors le figea sur place. Disposés avec un soin méticuleux sur des étagères de pierre naturelle, des dizaines d'objets personnels semblaient attendre patiemment dans l'obscurité de cette crypte improvisée. Des vêtements d'enfants, parfaitement conservés par l'atmosphère sèche et fraîche de la grotte. Des jouets, des chaussures, des bijoux, des livres d'école. Et au centre de cette macabre collection, trônant sur un autel rudimentaire fait de pierres plates superposées, une robe de première communion d'un blanc immaculé, comme si elle venait d'être repassée. Marcel Durand, père de 3 enfants et grand-père de 5 petits-enfants, sentit ses genoux se dérober sous lui. Cette vision irréelle, cette mise en scène quasi religieuse, évoquait immédiatement les pires cauchemars qu'un parent puisse imaginer. D'une main tremblante, il sortit son téléphone portable de sa poche et composa le numéro de la gendarmerie d'Autun. Il était 10h52 quand l'adjudant Roussel reçut cet appel qui allait rouvrir l'un des dossiers les plus douloureux de l'histoire criminelle bourguignonne. Gendarmerie d'Autun, adjudant Roussel à l'appareil. Adjudant, c'est Marcel Durand, garde forestier à Planoise. Il faut que vous veniez immédiatement. J'ai trouvé quelque chose de terrible dans une grotte. Des affaires d'enfants. Beaucoup d'affaires d'enfants. La voix de Marcel tremblait d'émotion. Homme habitué à la solitude des bois, à la confrontation quotidienne avec la mort naturelle des animaux, il n'était absolument pas préparé à cette découverte. L'adjudant Roussel, policier expérimenté, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il demanda à Marcel de ne toucher à rien, de ressortir de la grotte et d'attendre sur place l'arrivée des enquêteurs. À 11h15, une première équipe de gendarmerie arriva sur les lieux, guidée par Marcel à travers les sentiers forestiers. Le capitaine Éric Morvan, chef de la section de recherche de Mâcon, dépêché en urgence depuis son domicile, pénétra à son tour dans la grotte vers midi. Ce qu'il y découvrit dépassait ses pires appréhensions professionnelles. Cette cavité avait manifestement servi de lieu de stockage pour les trophées d'un prédateur d'enfants qui avait sévi pendant des décennies. L'état de conservation exceptionnel des objets, protégés par l'atmosphère constante de la grotte, permettait d'identifier facilement leur provenance et leur époque. La robe de communion blanche occupait une place d'honneur dans cette collection morbide. Mais ce qui glaça le sang du capitaine Morvan, ce fut de constater qu'elle n'était pas seule. D'autres vêtements d'enfants, datant de différentes époques, étaient soigneusement disposés alentour. Une robe d'école à carreaux bleus et blancs des années 70. Un short de football aux couleurs de l'équipe de France, probablement des années 80. Une salopette en velours côtelé rouge, visiblement plus récente. L'information de la découverte de Planoise se répandit comme une traînée de poudre dans Autun. Dès le lundi matin 18 octobre, des journalistes de tous les médias régionaux avaient pris leur quartier devant la gendarmerie. Le bien public, le journal de Saône-et-Loire, France Bleu Bourgogne, se relayait pour obtenir des informations sur cette macabre trouvaille. Le capitaine Morvan avait immédiatement fait établir un périmètre de sécurité autour de la grotte et requis l'intervention de l'identité judiciaire de Dijon. Les techniciens de la police scientifique s'installèrent pour plusieurs jours dans la forêt de Planoise, transformant cette clairière paisible en véritable laboratoire à ciel ouvert. Chaque objet découvert dans la grotte fut répertorié, photographié sous tous les angles, prélevé selon un protocole rigoureux. La robe de communion blanche fit l'objet d'une attention particulière. Les analyses préliminaires confirmèrent qu'il s'agissait bien de satin et de dentelle, avec des traces de broderies artisanales typiques des années 70. Marie Garnier apprit la nouvelle par sa voisine, Madame Petit, qui était venue frapper à sa porte vers 9h du matin.
Cette dame de 75 ans, habituellement si mesurée dans ses propos, n'arrivait pas à contenir son émotion. « Marie, ma chérie, il faut que tu saches. Ils ont trouvé des affaires d'enfants dans la forêt. Une robe blanche. Les gendarmes pensent que ça pourrait être... » Marie n'eut pas besoin d'entendre la fin de la phrase. 35 ans après la disparition d'Isabelle, elle avait toujours su que ce jour arriverait. Bizarrement, elle ne ressentit pas le choc qu'elle avait tant redouté. Plutôt un mélange d'appréhension et de soulagement. Enfin, peut-être elle allait savoir. Henri, prévenu par téléphone sur son lieu de travail, quitta immédiatement la manufacture. À 69 ans, cet homme usé par tant d'années d'attente et d'espoir déçus trouva encore la force de serrer sa femme dans ses bras quand il franchit le seuil de la maison rue des Marbres. Sophie arriva dans l'heure qui suivit, accompagnée de sa fille Isabelle, désormais âgée de 24 ans. 4 générations de femmes se retrouvèrent ainsi réunies dans le salon familial, liées par le même chagrin et la même incertitude. Le capitaine Morvan se présenta chez les Garnier vers 14 heures. Policier expérimenté, il avait l'habitude de ces moments difficiles où il fallait allier fermeté professionnelle et humanité. Il demanda à Marie si elle accepterait de se rendre à la gendarmerie pour examiner la robe découverte dans la grotte. Le trajet jusqu'à la gendarmerie d'Autun ne dura que 10 minutes, mais Marie eut l'impression qu'il s'étirait sur des heures. Assise à l'arrière de la voiture du capitaine, elle regardait défiler les rues de sa ville natale comme si elle les voyait pour la première fois. Dans une salle d'examen spécialement aménagée, la robe blanche était étalée sur une table, protégée par une vitre. Marie s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Elle reconnut immédiatement son ouvrage, les broderies du col, qu'elle avait réalisées point par point durant les longues soirées d'hiver 1974. La forme particulière des manches, qu'elle avait légèrement évasées pour donner plus d'élégance à la silhouette de sa fille. Et surtout, cette petite reprise presque invisible à la hauteur de l'ourlet, qu'elle avait effectuée 3 jours avant la communion, après qu'Isabelle eut accroché sa robe dans l'escalier. « C'est elle », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « C'est la robe d'Isabelle. » Cette identification formelle déclencha une nouvelle phase d'enquête d'une ampleur considérable. Le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, maître Dubourg, ouvrit immédiatement une information judiciaire pour enlèvement et séquestration d'enfants, confiée au juge d'instruction Lemaire. L'affaire Garnier, classée depuis des années, redevint subitement la priorité absolue de la gendarmerie régionale. Le capitaine Morvan constitua une équipe spécialisée de 8 enquêteurs, renforcés par des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. La grotte de Planoise fut passée au peigne fin pendant 2 semaines. Chaque centimètre carré de cette cavité fut analysé, photographié, répertorié. Les résultats des premières analyses ADN, communiquées le 2 novembre 2010, confirmèrent les pires craintes. Des traces biologiques microscopiques retrouvées sur plusieurs vêtements correspondaient à celles de 4 enfants portés disparus dans la région entre 1972 et 1988. Isabelle Garnier, mais aussi Thomas Mercier, disparu à Beaune en 1973, Sylvie Morin, volatilisée à Chalon-sur-Saône en 1980, et Kevin Blanchard, évanoui à Montceau-les-Mines en 1988. Cette révélation ébranla toute la Bourgogne. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. TF1, France 2, RTL dépêchèrent leurs équipes sur place. Autun se retrouva sous les projecteurs d'une actualité qu'elle n'avait jamais souhaitée. Mais c'est l'analyse approfondie de la disposition des objets dans la grotte qui apporta les éléments les plus troublants. Le professeur Martineau, criminologue de l'Université de Lyon, expert en profilage comportemental, fut chargé d'étudier la mise en scène découverte à Planoise. Son rapport, remis le 15 novembre, dressait le portrait psychologique d'un individu méticuleux, organisé, probablement intégré socialement. La disposition quasi religieuse de ces objets, leur excellent état de conservation, le soin apporté à leur classement chronologique, tout indique un comportement compulsif de collection. L'auteur de ces faits entretenait un rapport fétichiste avec ses victimes,
conservant précieusement leurs effets personnels comme des reliques. L'enquête se concentra alors sur l'identification du propriétaire de cette cache. Les analyses géologiques révélèrent que la grotte était connue depuis des siècles. Des traces d'occupation humaine remontant au Moyen Âge y avaient été découvertes. Mais son utilisation récente comme lieu de stockage ne pouvait remonter qu'aux années 70, époque où l'entrée avait été soigneusement camouflée. Le capitaine Morvan orienta ses recherches vers les personnes ayant une connaissance approfondie de la forêt de Planoise. Gardes forestiers, chasseurs, bûcherons, randonneurs confirmés, membres des associations de spéléologie locale. Une liste de 123 individus fut établie, et chacun fit l'objet d'une vérification d'antécédents. C'est en épluchant les archives de la paroisse Saint-Lazare que l'enquête prit un tournant décisif. L'abbé Moreau, successeur du père Leclerc depuis 1995, accepta d'ouvrir les registres paroissiaux aux enquêteurs. Ces documents méticuleux, tenus depuis des décennies, consignaient tous les événements religieux de la communauté autunoise. L'inspecteur Girard, chargé de cette mission fastidieuse, découvrit une information cruciale en consultant les listes des participants aux activités de jeunesse paroissiale des années 70. Un nom revenait systématiquement. Celui de Claude Magnin, alors âgé de 28 ans, qui encadrait bénévolement les groupes de catéchisme et organisait les sorties nature pour les enfants de la paroisse. Claude Magnin. Ce nom évoquait vaguement quelque chose au capitaine Morvan. Une vérification dans les fichiers révéla que cet homme, aujourd'hui âgé de 68 ans, était garde forestier retraité de l'ONF. Il avait travaillé pendant 35 ans dans les forêts de la région, notamment à Planoise. Le 28 novembre 2010, à 6 heures du matin, une équipe de gendarmes se présenta au domicile de Claude Magnin, route de Curgy, dans un petit pavillon isolé à 3 kilomètres du centre d'Autun. L'homme, réveillé en sursaut, ouvrit la porte en robe de chambre, l'air ahuri de celui qu'on tire brutalement du sommeil. Claude Magnin était un homme de taille moyenne, aux cheveux blancs clairsemés, au visage buriné par des décennies de vie au grand air. Ses yeux bleus, d'une clarté troublante, scrutaient les gendarmes avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Magnin, je suis le capitaine Morvan. Nous avons un mandat de perquisition concernant la découverte de la grotte de Planoise. Nous aimerions vous poser quelques questions. » L'homme ne manifesta aucune surprise, aucune émotion particulière. Il s'effaça simplement pour laisser entrer les enquêteurs, comme s'il s'attendait depuis longtemps à cette visite. La perquisition du pavillon révéla immédiatement des éléments accablants. Dans le garage attenant à la maison, soigneusement rangé dans des classeurs métalliques, les enquêteurs découvrirent des centaines de photographies d'enfants. Pas des clichés pornographiques, mais des portraits innocents pris lors d'activités paroissiales, de sorties scolaires, de kermesses locales. Chaque photo était datée, classée, annotée de la main même de Magnin. Mais c'est dans la cave que la découverte la plus terrifiante attendait les gendarmes. Aménagée en véritable sanctuaire, cette pièce contenait un autel improvisé où étaient disposés d'autres objets personnels d'enfants. Des mèches de cheveux conservées dans de petites enveloppes, des dessins d'école soigneusement plastifiés, des bijoux d'enfants alignés avec un soin maniaque. Sur les murs, des dizaines de photographies d'Isabelle Garnier, prises manifestement à son insu au cours des mois précédant sa disparition. Isabelle sortant de l'école Sainte-Marie. Isabelle jouant dans la cour de récréation. Isabelle se rendant au catéchisme. Et plus troublant encore, Isabelle dans sa robe blanche le jour de sa première communion, photographiée dans la cathédrale depuis un angle qui révélait que Magnin s'était positionné stratégiquement pour saisir ces images. Face à ces preuves accablantes, Claude Magnin s'effondra. Cet homme qui avait réussi pendant 40 ans à maintenir une façade de respectabilité ne put plus soutenir le poids de ses secrets. Confronté aux photographies, aux objets, aux témoignages qui s'accumulaient contre lui, il avoua. Son récit, recueilli pendant plus de 12 heures d'audition dans les locaux de la gendarmerie, dévoila l'ampleur d'une tragédie qui dépassait tout ce que les enquêteurs avaient imaginé. Claude Magnin avait commencé à collectionner les enfants en 1972.
Célibataire endurci, il s'était rapidement rendu compte que son engagement dans les activités paroissiales lui donnait un accès privilégié aux enfants de la communauté. Sa connaissance parfaite des forêts environnantes, sa respectabilité sociale, sa fonction de garde forestier en faisaient un homme au-dessus de tout soupçon. Sa méthode était toujours la même. Il repérait d'abord ses victimes potentielles lors des activités religieuses, étudiant leurs habitudes, leurs trajets, leur vulnérabilité. Puis il attendait l'occasion propice pour les attirer dans un piège. Le 23 mai 1975, Magnin savait qu'Isabelle avait l'habitude de se rendre chez Madame Benoît après les grandes occasions familiales. Il l'avait observée, photographiée, étudiée pendant des mois. Ce jour-là, il l'attendait dans sa camionnette blanche de service, stationnée discrètement près du passage où la fillette devait obligatoirement passer. Je lui ai dit que Madame Benoît m'avait demandé de venir la chercher parce qu'elle avait une surprise pour elle, avoua-t-il d'une voix monocorde. Isabelle m'a fait confiance. Elle me connaissait de la paroisse. Elle est montée dans ma camionnette sans méfiance. La suite du récit glaça le sang des enquêteurs. Magnin avait emmené Isabelle dans un cabanon isolé qu'il possédait au cœur de la forêt de Planoise, officiellement pour y stocker son matériel forestier. Là, il l'avait séquestrée pendant 3 jours, la photographiant dans sa robe de communion, la contraignant à poser selon ses fantasmes malsains. « Je ne voulais pas lui faire de mal », répétait-il avec une sincérité troublante. « Je voulais juste la garder, qu'elle reste pure et belle pour toujours. » Mais Isabelle, terrifiée, avait tenté de s'échapper le 3e jour. Dans sa panique, Magnin l'avait frappée pour la faire taire. Le coup, porté avec une violence qu'il n'avait pas mesurée, avait tué la petite fille sur le coup. Quand j'ai vu qu'elle ne bougeait plus, j'ai compris que tout était fini pour moi, continua-t-il. Mais je ne pouvais pas me résoudre à me débarrasser d'elle comme d'un déchet. Elle était si belle, si pure. Magnin avait alors enterré le corps d'Isabelle dans une clairière secrète de la forêt, marquant l'emplacement d'une simple croix de bois qu'il venait fleurir régulièrement. Mais il avait conservé sa robe, qu'il considérait comme une relique précieuse, la déposant dans la grotte qui allait devenir son sanctuaire personnel. Au fil des ans, d'autres enfants avaient subi le même sort. Thomas, Sylvie, Kevin, toujours la même méthode, toujours la même issue tragique. Magnin était incapable de contrôler ses pulsions, mais incapable aussi d'assumer les conséquences de ses actes. Alors il transformait ses crimes en rituels macabres, préservant dans sa grotte les derniers témoins de ses victimes. « Ils sont tous dans la forêt », murmura-t-il à la fin de sa confession. « Je peux vous montrer où. Ils méritent d'être retrouvés. » Les recherches dans la forêt de Planoise reprirent avec une intensité dramatique. Guidés par les indications précises de Claude Magnin, les enquêteurs découvrirent successivement les sépultures d'Isabelle Garnier, de Thomas Mercier, de Sylvie Morin et de Kevin Blanchard. Chaque exhumation fut un déchirement pour les familles concernées, mais aussi un soulagement après des décennies d'incertitude. Les corps, remarquablement conservés par la nature acide du sol forestier, purent être formellement identifiés grâce aux analyses ADN. Isabelle fut retrouvée le 5 décembre 2010 dans une clairière située à 2 kilomètres de la grotte. Son petit squelette reposait dans un cercueil de fortune confectionné avec des planches de bois, entouré de fleurs séchées et d'objets personnels que Magnin avait pieusement disposés autour d'elle. Marie Garnier, avertie par le capitaine Morvan, accueillit cette nouvelle avec un mélange de douleur et de soulagement. Après 35 ans d'attente, elle allait enfin pouvoir faire son deuil, offrir à sa fille la sépulture qu'elle méritait. Les funérailles d'Isabelle eurent lieu le 15 décembre 2010, en la cathédrale Saint-Lazare, où elle avait fait sa première communion 35 ans plus tôt. Toute la ville d'Autun était présente pour accompagner cet enfant vers son dernier repos. Le père Moreau célébra une messe d'une émotion saisissante, évoquant le parcours tragique de cette petite fille qui avait marqué à jamais l'histoire de leur communauté. Marie et Henri, vieillis mais dignes, suivirent le cercueil blanc jusqu'au cimetière d'Autun. Sophie et sa fille Isabelle les accompagnaient, bouclant symboliquement le cycle de 3 générations marqué par cette tragédie.
La tombe fut fleurie de roses blanches, couleur de l'innocence et de la pureté que Magnin avait cru préserver par ses crimes abominables. Claude Magnin fut jugé en mars 2011 devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de 4 enfants, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Âgé de 69 ans, au moment de sa condamnation, il ne sortirait jamais de prison. Durant son procès, les expertises psychiatriques révélèrent un profil de pervers narcissique souffrant de troubles graves de la personnalité. Magnin était parfaitement conscient de ses actes, mais incapable d'éprouver la moindre empathie pour ses victimes. Il les considérait comme des objets de collection, des poupées vivantes, destinées à satisfaire ses fantasmes de toute puissance. Le procès permit également de comprendre comment Magnin avait réussi pendant 40 ans à échapper aux soupçons. Sa fonction de garde forestier lui donnait une légitimité pour circuler librement dans les bois. Son engagement paroissial en faisait un homme respecté de la communauté. Sa vie de célibataire discret n'attirait pas l'attention. Et surtout, ses crimes étaient espacés dans le temps et géographiquement dispersés, rendant difficile l'établissement de liens entre les différentes disparitions. Marie Garnier assista à toutes les audiences, droite et digne, malgré les révélations sordides qui s'égrenaient jour après jour. À l'issue du procès, elle déclara aux journalistes « Justice a été rendue pour Isabelle et les autres enfants. Maintenant, nous pouvons enfin tourner la page et tenter de guérir nos blessures. » La découverte de cette affaire eut des répercussions considérables sur les méthodes d'enquête françaises. Un protocole spécial fut mis en place pour le traitement des disparitions d'enfants, avec un croisement systématique des fichiers nationaux et une attention particulière portée aux individus gravitant autour des victimes. La grotte de Planoise fut définitivement scellée par les autorités. Un mémorial fut érigé à l'entrée de la forêt, portant les noms d'Isabelle Garnier, Thomas Mercier, Sylvie Morin et Kevin Blanchard. Chaque année, le 23 mai, jour anniversaire de la disparition d'Isabelle, une cérémonie commémorative y rassemble les familles des victimes et les habitants d'Autun. Henri Garnier s'éteignit paisiblement en 2013, à l'âge de 72 ans. Usé par tant d'années de souffrance, il n'avait pas survécu longtemps à la résolution de l'affaire qui avait brisé sa vie. Marie lui survécut jusqu'en 2018, entourée de l'affection de Sophie et de sa petite-fille Isabelle. Aujourd'hui, cette dernière, devenue enseignante comme sa grand-mère l'avait rêvé pour sa fille disparue, perpétue la mémoire de sa tante en participant aux actions de prévention menées dans les écoles de la région. Elle raconte aux enfants l'histoire d'Isabelle, non pour les effrayer, mais pour les sensibiliser aux dangers qui peuvent les guetter. La maison de la rue des Marbres existe toujours. Rachetée par une jeune famille autunoise, elle a retrouvé les rires d'enfants et la joie de vivre. Mais les anciens du quartier n'ont pas oublié. Ils se souviennent de cette petite fille aux boucles châtaines qui traversait la rue en robe blanche par ce beau jour de mai 1975, pour ne jamais revenir. L'affaire Isabelle Garnier est devenue un cas d'école dans les milieux judiciaires et criminologiques. Elle illustre tragiquement comment un prédateur peut opérer pendant des décennies au sein d'une communauté, protégée par son apparente respectabilité et la confiance qu'il inspire. Elle montre aussi que la vérité, même tardive, peut apporter un apaisement aux familles endeuillées et permettre à une communauté de tourner enfin la page d'un traumatisme collectif. Dans les archives de la gendarmerie d'Autun, le dossier Garnier porte désormais la mention « Affaire élucidée ». Mais pour tous ceux qui ont vécu cette tragédie, le souvenir d'Isabelle demeure gravé à jamais dans leur mémoire, comme un rappel poignant de l'innocence perdue et de la nécessité de protéger nos enfants. Cette affaire nous montre comment un prédateur peut se dissimuler pendant des décennies derrière une façade de respectabilité, exploitant la confiance d'une communauté pour commettre l'irréparable. Elle révèle aussi l'importance cruciale de ne jamais abandonner l'espoir de découvrir la vérité, même après des années de silence. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les signes qui auraient pu révéler la vraie nature de Claude Magnin? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si vous avez été touché par le sort tragique d'Isabelle et des autres victimes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces affaires criminelles qui ont marqué l'histoire de France.